L'échiquier international, bienvenue à vous. Un nouveau monde est-il en train de poindre à Anchorage, Alaska, en l'an du 15 août 2025? Rencontre qui était très attendue, historique même, entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sur la base militaire d'Elmendorf-Richardson. Un sommet qui souffle au paradoxe de l'ancienne politique étrangère US à l'endroit de Moscou et surtout un sommet organisé dans un contexte de crispation internationale autour des plus de 1600 jours de la guerre en Ukraine. Les deux chefs d'État ont pris donc langue pour explorer les possibilités d'un cessez-le-feu et d'un règlement du conflit par l'opération spéciale russe en Ukraine de février 2022. Quel enseignement autour de ce tête-à-tête des représentations des deux grandes puissances? Qui en est sorti gagnant de ce rapprochement, mais au relent de rivalité, disons-le franchement? Et quel reflet sur l'échiquier international? On décrypte ensemble les thématiques et c'est tout de suite. Sommet en Alaska, ou plutôt réunion américano-russe en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine, vœu martelé en tout cas par le président Trump quelques heures avant la rencontre. Et puis finalement, on a conclu pour l'heure un New Deal concernant cet aspect. Donc la guerre en Ukraine continue à l'heure où on parle. Est-ce que cela veut dire que la rencontre en Alaska est un échec à ce niveau? On va poser justement la question à notre invité du jour, Karim Belgassem. Bonsoir. Bonsoir Karim et merci pour votre invitation. Bienvenue. Alors, vous êtes analyste en stratégie internationale et professeur en géopolitique à Lyon. Donc, vous allez nous aider à mieux comprendre notre thématique du jour. Posons tout de suite le cadre pour commencer notre échange par rapport à la conférence de presse qui a été tenue entre Poutine et Trump lors de ce sommet, où des choses ont apparu malgré tout. Les journalistes n'ont pas été autorisés à poser des questions. La déclaration de Poutine a duré 7 minutes, où on a surtout tablé sur l'amitié américano-russe, tandis que Trump a eu un oral de 5 minutes, avec tout de même, il faut le dire, quelques propos ambigus, voire embarrassés, faute d'avoir obtenu, on l'a dit, le cessez-le-feu escompté. Il le dira avec ces mots: quelques points importants n'ont pas été résolus, mais nous avons progressé. Du côté américain, Karim, on a l'air de faire grise mine tout de même. Absolument, et c'est tout à fait normal puisque Trump est détesté par l'establishment, il est détesté par la presse nationale et puis, disons-le franchement, internationale. Selon la grille de lecture de chacun, et lorsque j'entends les médias occidentaux depuis ce matin, c'est un échec total, ce sommet. Or, tout dépend des attentes de chacun. À titre personnel, je n'avais pas d'attente particulière puisque ce sommet était la première ébauche d'une rencontre entre Trump et Poutine. Donc, c'est la première réunion. Il était évident qu'il n'y allait pas avoir de déclaration fracassante ou de de résolution du conflit en 24 heures lorsque l'avait déclaré M. Trump, qui était plus une formule, on va dire, marketing plutôt qu'une réalité du terrain. Donc effectivement, les médias américains et occidentaux s'en sont donnés à cœur joie, alors qu'il faut être beaucoup plus mesuré. En amont, le corps diplomatique a résolu, je ne vais pas dire résolu, mais plutôt abordé l'ensemble des problèmes concernant l'Ukraine et la Russie. Donc tout se déroule plutôt en coulisses. Là, on a assisté plutôt à une opération de communication et j'ai envie de dire, sans exagérer, de buzz pour les médias, pour dire voilà, c'est la réhabilitation de la Russie, c'est le renouveau des relations entre les États-Unis et puis la Russie, qui aura des conséquences sur, je dirais, le climat géopolitique mondial qui est toujours en ébullition permanente. On va en parler. Alors, Karim, comme aurait dit Lénine, d'après ce qu'on a vu par rapport à cette conférence, ou cette rencontre, ou cette réunion russo-américaine, alors c'est le retour du concret pour Trump, qui s'épanche d'habitude dans déclarations à l'emporte-pièce, qui communique beaucoup par réseaux sociaux pour imposer un tempo, en tout cas habituellement c'est ce qu'il fait, alors que du côté de Poutine, on a vu un changement de style avec peut-être cet art du silence, avec sur le terrain diplomatique et matériel, c'est-à-dire en Ukraine, un avantage certain, c'est-à-dire un avantage militaire, et le russe, Poutine, donc, vient le faire savoir en Alaska, c'est-à-dire sur le sol américain. C'est pas rien.
Absolument, c'est du pain béni pour Vladimir Poutine. Pourquoi M. Trump était frustré? Parce que lui, évidemment, voulait avoir un deal à tout prix, très rapidement. Il ne l'a pas obtenu parce que Vladimir Poutine, on le sait très bien, ne lâchera rien et il a sans doute obtenu des garanties, et on peut le dire même de manière certaine, des garanties concernant la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la reconnaissance également de la Crimée russe, et puis la reconnaissance du Donbass, et c'est-à-dire de Louhansk et puis de Donetsk affiliés à la Russie. Pour le reste, ça fera encore l'objet de négociations, mais Vladimir Poutine semble avoir obtenu de certaines garanties, ce qui en fait de lui le vainqueur et le principal gagnant de cette réunion. Monsieur Trump, il faudra qu'il soit un peu plus patient parce que malgré tout, même si l'Union européenne est inexistante, il doit quand même informer l'Union européenne de tout ce qui s'est dit et de tout ce qui se passe. Volodymyr Zelensky, lui aussi, est mis, j'ai envie de dire, au rebut comme l'Union européenne, il est mis à l'écart. Tous ces négociations entre Poutine et Trump, mais M. Trump devra également leur communiquer tout ce qui s'est passé. Le plus dur seront les prochaines étapes qui vont concrétiser à la fois le cessez-le-feu et les deals que veut faire M. Trump. Donc effectivement, M. Poutine jubile ce soir. Aujourd'hui, c'est le principal gagnant puisqu'il est arrivé, je dirais, avec M. Trump dans un esprit conquérant, dans un esprit rassurant et rassuré pour obtenir toutes les garanties concernant la neutralité de l'Ukraine. Alors, vous l'avez dit, hein, Poutine est auréolé aussi d'une autre victoire. Vous l'avez dit, vous avez parlé des régions sécurisées du Donbass et d'autres à l'est de l'Ukraine. Poutine vient aussi donc auréolé d'une autre victoire, c'est-à-dire sur le sol américain, sans risquer d'être arrêté en vertu du mandat d'arrêt de la Cour internationale. Poutine, disons-le directement, est réintégré par Trump au concert des nations. Ça aussi, c'est une grande victoire. Absolument, c'est une grande victoire pour lui, sachant qu'il est diabolisé par l'Union européenne, par les Européens, toute cette diabolisation sur le fait que la menace russe est présente et que les chars russes pourraient débarquer à Berlin ou à Paris, ça peut paraître paradoxal puisque les Européens ont joué le jeu de M. Biden en sanctionnant la Russie, en se coupant on va dire plus ou moins définitivement, mais officiellement, du gaz russe pour acheter du gaz américain principalement. Mais pendant ce temps-là, l'arrivée de M. Trump a tout changé. M. Trump va pouvoir, on va dire, récupérer une bonne partie du business qui était alloué aux Européens, puisque les Européens ont d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 jours, via Mme Kallas, un nouveau paquet de sanctions. Je crois que c'est le 19e paquet de sanctions qui va être appliqué à la Russie, qui démontre également que les Européens sont totalement hors sol et déconnectés des réalités. La réelle politique n'est pas le point fort de l'Union européenne et ça, on peut vraiment le déplorer. Donc effectivement, c'est la réhabilitation de M. Poutine parce que, mis à part les Européens, eh bien, M. Poutine est venu avec le soutien des BRICS, puisqu'il a aussi dialogué avec le Kazakhstan, avec la Chine, avec plein de pays membres des BRICS. Donc effectivement, c'est la réhabilitation de M. Poutine. Il faudra voir, à travers cette signification, le rôle que joueront les BRICS vis-à-vis des Américains, puisque M. Trump a aussi un petit peu diabolisé les BRICS. Mais comme vous l'avez dit, c'est la réhabilitation totale de Vladimir Poutine qui est sous mandat d'arrêt international. Mais dois-je rappeler, puisque vous faisiez référence, Karim, à ce qui se passe à Gaza et au Proche-Orient, que M. Netanyahou, en se rendant aux États-Unis, a survolé le sol européen et principalement français, alors qu'il est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc on sait également ce que vaut malheureusement le droit international qui confirme qu'aujourd'hui la géopolitique est plus apparentée à la loi du plus fort. Alors on reste encore sur cette fameuse conférence de presse qui n'en est pas une, avec ces déclarations communes, on y revient. À la fin, en conclusion, Trump avait dit souhaiter avoir une deuxième manche de discussion très vite, et Poutine a rétorqué
la prochaine fois, ça sera à Moscou. Une remarque synonyme de pique, puisque Trump, d'emblée, a essayé d'esquiver en disant « Oh, ça serait intéressant, je vais m'attirer certainement des critiques, mais cela pourrait arriver. » Donc, on le voit, Karim, malgré 3 heures de réunion préalable, ce type de phrase échangée laisse poindre, laisse entendre que beaucoup de flou subsiste sur la relation américano-russe, mais aussi subsiste de la méfiance. Vous avez totalement raison. Là, c'est là qu'intervient, je dirais, la psychologie. Donald Trump a toujours admiré et respecté les hommes forts, ce que symbolise Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie depuis 1999, la stabilité et la symbolisation de l'homme fort comme l'étaient les tsars russes dans le temps. Et d'un autre côté, Vladimir Poutine n'admire pas Monsieur Trump. Il est même assez condescendant vis-à-vis de lui parce que c'est un businessman qui n'a pas forcément une finesse diplomatique et géopolitique. On connaît son imprévisibilité et son impulsivité, ce qui ne veut pas dire qu'il est totalement fou, puisqu'on fait passer Trump et par ailleurs Vladimir Poutine pour des fous. Donc leur socle commun, c'est en fait leur détestation par l'Occident et par certains chefs d'État, par certains d'État également. Mais M. Poutine est beaucoup plus malin et intelligent. Et effectivement, cette remarque que vous avez soulignée ressemble à une pique, même si en guise de pique, la signification, si l'on gratte sous le vernis, c'est, bah oui, la consécration de Vladimir Poutine serait que M. Trump se déplace aux États-Unis pour résoudre définitivement ce conflit sans les Européens et puis Vladimir Zelensky. Je ne sais pas si vous m'entendez, Karim, parce qu'il y a un petit bug, Il y a un petit bug, oui, ça va mieux. mais aussi l'idée. Oui, alors, pardonnez-moi pour cela. L'idée de Vladimir Poutine, c'est de dire, voilà, M. Trump va se déplacer aux États-Unis sans les Européens et puis sans Vladimir Zelensky, parce que ce qu'a posé comme condition Vladimir Poutine, pas de Vladimir Zelensky qu'il méprise et déteste. Il Dans un considère premier qu'il n'est temps. pas légitime. Dans un premier temps, effectivement. Alors, en termes de pic, on l'a vu, il y a eu en Alaska beaucoup de guerres de communication interposées. Les médias occidentaux et surtout américains se sont beaucoup arrêtés sur les déclarations de Trump, alors que du côté de Vladimir Poutine, même s'il a été avare de paroles et de gestuels, il a marqué des points dans la guerre de l'information et de la communication avec 2 images qui ont marqué. La première, juste après la conférence, le président russe est allé déposer des fleurs sur les tombes des pilotes soviétiques enterrés à la base d'Elmendorf-Richardson. Puis il a rencontré l'archevêque de Sitra et d'Alaska, l'archevêque Alexis. Et une seconde image a marqué celle du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, flanqué d'un t-shirt CCCP, c'est-à-dire URSS, et ce avant la réunion, comme pour rappeler symboliquement que l'Ukraine et la Russie formaient un même complexe, un même territoire à l'époque soviétique. Karim, on le voit, arborer un tel t-shirt n'est pas non plus le fait du hasard. Il y a eu beaucoup de communication en Alaska, on le voit. Absolument, absolument, c'est toute la symbolique parce que les Russes, et bon, principalement les dirigeants russes, on connaît les déclarations de Vladimir Poutine sur la nostalgie de l'Union soviétique et la puissance qu'était l'Union soviétique et la faiblesse conséquente à la chute de l'URSS de la Russie. La Russie a connu des moments, des années difficiles entre 91 et puis 99 avant l'arrivée de Vladimir Poutine. Donc, c'est les futurs deals qu'il pourrait y avoir sur le sujet de l'Ukraine seraient la consécration que ces oblasts qu'a annexé Vladimir Poutine, ça symbolisera non seulement la défense des majorités ou minorités russes selon l'interprétation dans ces oblasts, et ça qualifiera la victoire de la Russie sur le monde occidental, puisque Vladimir Poutine a toujours considéré que l'extension de l'OTAN faisait qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Occidentaux et qu'il était dans la légitimité pour lui de défendre la minorité russe dans l'oblast, à Donetsk et puis à Louhansk, par exemple, et que par conséquent, la guerre qui mène en Ukraine est parfaitement légitime, que Vladimir Poutine et la Russie étaient dans le vrai et que les Occidentaux ont beau sanctionner économiquement la Russie a trouvé d'autres stratagèmes pour pouvoir les contourner. Et même si économiquement c'est difficile, c'est de plus en plus difficile pour la Russie, elle n'est pas pour autant à genoux, comme l'avait dit un certain ministre français de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, il y a quelques années.
Est-ce que vous direz que cet échec du cessez-le-feu fait le jeu malgré tout des dirigeants ukrainiens et européens? Je ne sais pas si Karim m'entend, apparemment il y a un bug au niveau de la Oui, je vous communication. entends. Il revient. Je répète ma question, alors je disais, est-ce que paradoxalement, est-ce que l'échec du cessez-le-feu ne fait pas malgré tout le jeu des dirigeants ukrainiens et européens? Alors, je dirais à très court terme, il fait leur jeu, mais ne nous voyons pas la face, hein. Vous venez d'employer le terme d'échec. Moi, je ne considère pas ce sommet comme un échec, puisque nous sommes juste au début des négociations et de la communication officielle. Et je pense, Quand je dis échec Karim, pardonnez-moi, c'est que Trump avait asséné, avait insisté sur la validation d'un cessez-le-feu dès la première réunion. Il a beaucoup communiqué là-dessus. Et s'il oui, n'arrive pas à valider justement ce résultat, c'est pour ça que je parle d'échec. Oui, vous avez totalement raison, hein, Karim, puisque Monsieur Trump est quelqu'un de très très impatient, comme je le disais tout à l'heure. Mais il est bien évident, lorsqu'on est réaliste, que le cessez-le-feu n'allait pas être déclaré la nuit dernière. Même si Monsieur Trump a dit, voilà, il faudra un accord de paix très très rapidement. On sait très bien que cet accord de paix ne va pas se faire rapidement. Et on l'a vu pendant ce sommet, il y a eu des bombardements en Ukraine provoqués par la Russie, puisque pendant ce temps-là, la guerre continue. Continue. Vladimir Poutine va donner va pousser son avantage jusqu'au bout, puisque l'armée ukrainienne est en état de faiblesse, l'armée russe gagne du terrain, et tout le terrain qu'elle pourra gagner, puisqu'elle a récupéré des villages dans l'oblast de Dnipropetrovsk, qui n'est pas inclus dans l'annexion des 4 oblasts, donc ça servira de monnaie d'échange. Ça servira de monnaie d'échange lors de l'avancement des négociations où interviendra peut-être Vladimir Zelensky, dans un futur proche ou lointain d'ailleurs. Mais cette rencontre, vous parlez, ça serait bien, c'est bien de parler de la guerre en Ukraine et du terrain, mais cette rencontre aussi a laissé peut-être dégager certains sens. Moscou le répète en disant que, par exemple, les cessions par l'Ukraine des régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson, en plus de la Crimée annexée en 2014, ainsi que l'arrêt des livraisons d'armes occidentales et l'abandon de toute ambition d'adhésion à Kiev à l'OTAN, ça c'est les revendications russes. Donc Poutine nous dit d'une certaine manière que si la guerre doit s'arrêter, elle devra l'être selon les modalités et les conditions de Moscou et non de Washington. C'est ça peut-être le message à retenir de l'Alaska. Oui, parce que on doit faire le constat, je parle toujours de réel politique et de pragmatisme, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution à ce jour, pas d'autre solution que celle qui était proposée par Vladimir Poutine, qui ressemblait peu ou prou à l'accord qui avait failli être signé en 2022 entre l'Ukraine et la Russie, mais les Européens, dont Boris Johnson, le Premier ministre britannique, s'y étaient opposés, puisque M. Poutine est en position de force, l'armée russe est beaucoup plus puissante en termes d'effectifs, en termes d'armement, donc l'Ukraine ne fera pas le poids. Donc que faire? Continuer à armer l'Ukraine en désespoir de cause comme un tonneau des Dadaïnes qui ne mènera nulle part, en sacrifiant des vies ukrainiennes, en sacrifiant l'argent des Européens, puisque ce sont les Européens désormais qui vont assurer le financement de l'armement et de la défense de l'Ukraine. La population européenne ne va pas le supporter longtemps. Certains pays comme la Hongrie ou la Slovaquie ont protesté contre la poursuite de cette politique. Donc le réalisme et le pragmatisme est du côté de Vladimir Poutine. Dire cela, ce n'est pas cautionner la violation du droit international par la Russie, ni que Poutine est un saint, pas du tout. Mais il faut le connaître que la situation lui est parfaitement favorable et qu'il va l'utiliser jusqu'au bout. N'oublions pas que Vladimir Poutine est un joueur d'échecs et tout le monde connaît sa malice et son intelligence et son sens politique. Alors, il y a un débat aux États-Unis en parlant de l'obsession de Trump pour le prix Nobel de la paix.
soutenu par plusieurs, dont Netanyahou, avec un mandat d'arrêt de la CPI sur le dos. Il est soutenu, il a notre soutien, Trump, par rapport à son prix Nobel de la paix. C'est celui d'Hillary Clinton. Au moment où d'ailleurs une puissante commission du Congrès américain, à majorité républicaine, a annoncé mardi, donc au début du mois, c'était mardi 5 août, avoir assigné à comparaître l'ex-président démocrate Bill Clinton et son épouse, donc l'ancienne chef de la diplomatie Hillary Clinton, dans le cadre de l'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. Un soutien à Trump contre l'abandon des poursuites sur ce dossier Epstein, pourrait-on supposer? Bien sûr, on peut tout supposer en politique et en géopolitique. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous avons appris que Madame Hillary Clinton soutiendrait Monsieur Trump pour l'obtention du prix Nobel de la paix, puisqu'on sait que c'est quelque chose, on va dire, d'obsessionnel pour Donald Trump. Comme vous l'avez souligné, Karim, il est soutenu par Benjamin Netanyahou, il est soutenu par le président pakistanais pour avoir encouragé le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, ce que dément l'Inde d'ailleurs. Elle dément l'aide et l'utilité de M. Trump dans ce cessez-le-feu. Mais effectivement, cette recommandation d'Hillary Clinton n'est pas anodine. Je me rappelle encore qu'en 2016, on nous présentait M. Trump comme le diable en personne et Hillary Clinton comme la démocrate future première femme présidente américaine pour diriger le monde. Donc, elle était un peu trop angélisée. Donc, effectivement, il y a une espèce de renvoi d'ascenseur pour effectivement encourager pour donner le prix Nobel de la paix à Donald Trump, ce qui serait quand même un comble. Certes, Donald Trump a été une espèce de courroie de transmission dans certains dossiers, mais il faut rappeler quand même, n'oublions pas ce qui se passe à Gaza. Le Le génocide. génocide et la famine qui se passe à Gaza. Et M. Trump, alors non seulement est impuissant, mais je dirais qu'il ne fait pas tout ce qu'il faut pour contraindre M. Netanyahou à arrêter tout ce massacre, puisque M. Netanyahou sait qu'il a les mains libres dans cette région. Donc, on peut parler d'un échec et d'un désastre. Donc, que M. Trump obtienne le prix Nobel de la paix dans ce contexte serait d'un véritable cynisme et un véritable scandale. Barack Obama l'a eu, donc tout est possible, pourrait-on dire, presque ironiquement. Alors Karim, beaucoup de médias, je reviens à Anchorage, en Alaska, beaucoup de médias et d'analystes ont dit concernant cette réunion que ce serait une sorte de Yalta bis. Alors Yalta rapidement pour nos téléspectateurs les plus jeunes, c'est cette conférence en février 1945 qui partagea l'Europe entre Joseph Staline et les Anglo-Américains emmenés par Franklin Delano Roosevelt, le président américain de l'époque. Bon, pas grand-chose, peut-être pas grand-chose, enfin on va être un peu nuancé. En tout cas, le cessez-le-feu escompté n'a pas été retenu pour l'heure, mais cette rencontre a marqué quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire des relations internationales, à savoir l'amélioration des relations entre Washington et Moscou. C'est assez rare, justement, dans les annales de l'histoire, voire des relations internationales, pour être souligné. Absolument. Effectivement, on a toujours tendance à faire les comparaisons avec le passé et puis la conférence de Yalta, même si nous sommes en 2025. Mais ce sommet, la symbolique de ce sommet, marque également, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, l'espèce de réconciliation entre la Russie et puis les États-Unis. Mais si l'on cherche bien, il y a aussi la volonté de se rapprocher de la Russie pour pouvoir ensuite davantage se consacrer à la lutte contre la menace chinoise, puisque ça, c'est l'obsession américaine, pas seulement de M. Trump, c'était l'obsession de tous les Géostratège. précédents. Voilà, exactement, les précédents présidents américains. Le lieu aussi pour l'Alaska n'est pas dénué, n'a pas été choisi par hasard, puisqu'il y aura sûrement des discussions sur le partage des ressources naturelles et la stratégie que véhicule l'Alaska pour les États-Unis et puis pour la Russie, sans compter tous les futurs deals commerciaux. D'ailleurs, il faut souligner qu'il y avait de nombreux représentants économiques des deux côtés qui étaient présents, mais les aspects économiques officiellement n'ont pas été abordés, mais officieusement, il y aura sûrement des accords et des deals comme les adore M. Trump. Donc, encore une fois, ce lieu n'a pas été choisi par hasard. 2025, 1945, il y a peut-être des similitudes
pas du même ordre, mais c'est une nouvelle recomposition géopolitique, un échiquier géopolitique mondial, comme le titre de votre émission, qui est en ébullition depuis 4-5 ans et qui n'a pas encore fini de nous surprendre, je pense. Et ça sera le mot de la fin, signé Karim Belgacem, analyste en stratégie internationale et professeur en géopolitique à Lyon. Merci d'avoir été avec nous, Karim. Je vous dis à bientôt. Merci Karim, merci à vous téléspectateurs, à bientôt. Merci de nous avoir prêté attention, chers téléspectateurs. L'information continue sur Al24 News et on se dit à demain.